Tout a commencé avec une carte magnétique d'hôtel. C'était un mardi matin comme les autres, du moins je le croyais. Le soleil se levait à peine, glissant entre les lattes des volets dans notre petite cuisine, traçant des rayures sur le carrelage. J'étais au plan de travail, en train de moudre les grains de café, la vieille machine ronronnant comme si elle était aussi fatiguée que moi. Marie était rentrée tard la veille, bien après minuit. Elle avait marmonné un truc sur « l'équipe » après une série de réunions interminables pour sa start-up, la voix usée. Elle ne m'avait même pas regardé, avait juste balancé son manteau bleu marine sur le dossier de la chaise de la salle à manger et était partie se coucher en traînant les pieds. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Elle se tuait au travail ces derniers temps, à courir après son nouveau projet. Je me disais qu'elle était simplement crevée. J'ai versé l'eau dans la cafetière, le glouglou a commencé, et j'ai jeté un œil à son manteau, toujours posé là comme s'il n'avait plus la force de bouger. Ce genre de désordre m'agaçait. Marie est d'habitude très ordonnée, mais ces derniers temps elle laissait traîner ses affaires partout ou des chaussures dans l'entrée, des papiers sur le plan de travail. J'ai soupiré, pris le manteau pour le ranger dans le placard. C'est là que j'ai senti quelque chose. Un objet dur dans la poche, comme une carte bancaire mais plus épais. J'ai plongé la main, m'attendant à trouver un paquet de chewing-gum ou son badge pro. Mes doigts se sont refermés sur un truc en plastique lisse, un peu lourd. Je l'ai sorti. C'était une carte magnétique d'hôtel. Hôtel des Tilleuls. Chambre 215. Le nom était imprimé en gros caractères noirs bas de gamme, les bords de la carte usés, comme si on l'avait manipulé souvent. Mon estomac s'est retourné lentement. Je suis resté planté là, la cafetière sifflant en fond, à fixer cette chose dans ma main. L'hôtel des Tilleuls, c'était un établissement miteux en périphérie, du genre où les camionneurs et les voyageurs de passage passent une nuit. Marie détestait les hôtels de ce style. Elle les trouvait sordides, disait qu'ils sentaient toujours la clope froide et les mauvais choix. On n'avait plus mis les pieds dans un hôtel pareil depuis notre voyage en Ardèche il y a 6 ans, quand on était jeune, fauché et qu'on trouvait ça romantique. Alors qu'est-ce que cette carte fichait dans sa poche? Mes mains se sont mises à trembler, d'abord un peu, puis assez pour que je pose la carte sur le plan de travail. Je continuais à la regarder, comme si elle allait finir par s'expliquer toute seule. Mon cœur battait fort, assez pour couvrir le bruit de la cafetière. J'essayais de rationaliser. Peut-être une erreur, un truc qu'elle avait ramassé par hasard. Peut-être un collègue l'avait perdue et elle l'avait prise pour la rendre. Mais au fond, je savais que ça ne tenait pas debout. Marie n'était pas négligente à ce point. Pas avec ce genre de choses. J'ai attrapé mon téléphone sur le plan de travail, les doigts maladroits en faisant défiler les contacts. J'avais besoin de parler à quelqu'un de franc. Le nom de Marc est apparu. On se connaît depuis le collège, depuis l'époque où on séchait les cours pour aller pêcher dans la rivière derrière le gymnase. C'est le genre de type qui ne te passe pas de pommade, même quand tu aimerais bien. J'ai appuyé sur appeler, faisant les 100 pas dans la cuisine, le carrelage glacé sous mes chaussettes. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Salut Mathieu, quoi de neuf ?» Sa voix était rauque, comme s'il venait de se lever. « Salut mec », j'ai dit en essayant de garder un ton normal, mais ma voix s'est cassée quand même. « Je peux te poser une question, un peu conne ?» Vas-y, il avait l'air un peu distrait, probablement en train de zapper la télé ou de bricoler sa bagnole. J'ai dégluti, jeté un nouveau regard à la carte. Elle était là, sur le plan de travail, comme si elle se moquait de moi. Si ta femme rentrait tard, très tard, et que le lendemain matin tu trouvais une carte d'hôtel dans la poche de son manteau, tu penserais quoi? Il y a eu un long silence, le genre qui te plombe l'estomac encore plus. J'entendais qu'il se redressait à l'autre bout. Mathieu, il a dit enfin, la voix basse, sérieuse. Tu sais déjà ce que c'est. Tu veux juste pas y croire. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le sternum. J'ai serré le téléphone plus fort. La cuisine m'a paru plus petite, l'air plus lourd. La cafetière a bipé, le café était prêt, mais je n'ai pas bougé. J'ai remercié Marc, marmonné un truc sur se rappeler plus tard, et j'ai raccroché. Je suis resté là, à fixer la carte, le logo de l'hôtel des Tilleuls qui se brouillait parce que mes yeux piquaient. La vie avec Marie, avant, c'était comme un rythme régulier, comme le ronron de ma vieille camionnette sur une départementale. On était mariés depuis 8 ans, on avait construit une vie correcte dans notre petite maison mitoyenne avec jardin,
Assez grand pour faire des barbecues et peut-être installer une balançoire un jour. Je tenais la quincaillerie de mon père, je remplissais les rayons de vis, de pots de peinture et d'outils, pendant que Marie tenait la compta pour 2-3 entreprises du coin. On n'était pas riches, mais on était à l'aise. Une équipe. Enfin, c'est ce que je croyais. Puis, il y a environ 6 mois, Marie a commencé à parler de cette start-up. Un truc de paiement high-tech, qu'elle disait, des portefeuilles numériques ou une histoire de blockchain ou des concepts que je maîtrisais mal, mais ça sonnait sérieux. Elle avait rencontré un type, Charles, à un événement de networking en centre-ville. Charles Moreau, costards impeccables et grandes promesses. Il avait cette façon de parler, comme s'il avait déjà réussi et qu'il attendait juste que le monde le rattrape. Marie disait que c'était le cerveau de l'opération et qu'on l'avait invité à investir. Juste un petit pied dans l'eau, m'a-t-elle dit un soir à table, les yeux brillants d'une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Une petite part, Mathieu. C'est malin. Ça pourrait nous mettre à l'abri pour de bon. J'avoue, au début j'étais méfiant. Je suis un mec simple, donne-moi un marteau, des planches et un boulot à faire, je suis content. Mais Marie, elle a toujours eu la bosse des chiffres, elle voit toujours plus loin. Elle m'a montré des graphiques, des projections que Charles lui avait envoyées, des courbes qui montaient gentiment et promettaient des beaux rendements. C'est pas que pour moi, a-t-elle dit en me serrant la main par-dessus la table. C'est pour nous. Notre avenir. Je l'ai regardé, ses cheveux bruns qui bouclaient juste au-dessus de l'épaule, son sourire qui ressemblait à la maison, et j'ai hoché la tête. D'accord chérie. Allons-y, j'étais fier d'elle. Je pensais qu'elle prenait son envol, qu'elle visait plus grand. Je pensais qu'on faisait ça ensemble. Les réunions ont commencé doucement. Elle partait après le dîner, peut-être une fois par semaine, dans un espace de coworking en ville où Charles et son équipe planchaient sur le projet. Elle rentrait pleine d'énergie, parlait de capital risque et de disruption du marché, des mots qui sonnaient bizarrement dans notre vie tranquille. J'écoutais, hochais la tête, essayais de suivre. Charles dit qu'on est à 2 doigts d'un truc énorme, disait-elle, les yeux pétillants. Je souriais, lui disais qu'elle assurait, même si je comprenais à peine la moitié. Puis les réunions se sont multipliées. 2 fois par semaine, puis 3. Elle partait des heures, parfois elle rentrait après que je sois couché. Elle s'habillait mieux aussi au nouveau chemisier, talons qui claquaient sur le parquet. Faut avoir la tenue, m'a-t-elle répondu quand j'ai posé la question sur la nouvelle garde-robe. Je veux qu'on me prenne au sérieux en tant que femme d'affaires. Je comprenais, ou du moins je me le disais. Elle se donnait à fond, construisait quelque chose. Je ne voulais pas la freiner. Mais ensuite sont arrivés les séminaires de stratégie sur 2 jours. Le premier était à Lyon, dans un hôtel chic avec baies vitrées et café hors de prix. Elle a fait sa valise, m'a dit que c'était pour souder l'équipe et plonger dans le vif. Je l'ai déposée à la gare, l'ai embrassée, lui ai dit de tout déchirer. Elle a souri, mais vite, l'esprit déjà ailleurs. À son retour, elle était changée au pas froide exactement, mais comme si elle portait un secret que je ne voyais pas. Elle parlait encore de la start-up, mais en surface, sans détail. C'est compliqué, disait-elle quand je insistais. Tu comprendrais pas. Et il y avait cette sensation, ce petit rongement discret dans le ventre, comme si le sol sous mes pieds n'était plus aussi solide. Les choses ont commencé à changer plus vite que je ne pouvais suivre. Elle devenait sèche avec moi, ses phrases courtes, comme si me parler était une corvée. Elle avait toujours son téléphone à la main, le pouce qui glissait sur l'écran, le visage éclairé par cette lumière bleue. Si je demandais ce qu'elle regardait, elle marmonnait, truc de boulot, et se détournait. Nos habitudes, les petits déjeuners du dimanche au bistrot du coin, les soirées ciné avec du popcorn et elle qui piquait mon verre de soda se sont effacées. Elle trouvait des excuses, disait qu'elle était trop fatiguée ou qu'elle devait préparer une autre réunion. J'essayais de faire comme si de rien n'était, me disait que c'était juste son projet qui occupait toute sa tête. Un matin, j'étais levé tôt, assis à la table de la cuisine avec mon ordi, en train de faire l'inventaire de la quincaillerie. Le café passait, emplissant l'air de son odeur amère et familière. Je ne sais pas ce qui m'a pris ou peut-être la façon dont Marie esquivait mes questions ces derniers temps, mais je me suis connecté sur notre compte joint. On avait toujours tout partagé, pas de secret. Enfin, c'est ce que je croyais. La page s'est chargée, j'ai fait défiler les opérations. Mon cœur s'est serré. Des gros retraits, les uns après les autres, 5 000 €, 8 000 €, même 12 000 € d'un coup.
Aucun libellé clair, juste des virements, sans nom de destinataire, sans motif. J'ai reculé sur la chaise, le bois a craqué sous moi, et j'ai fixé ces chiffres. Cet argent, on l'avait mis de côté pendant des années, sou après sou, pour refaire la maison ou peut-être pour un enfant un jour. Mes mains étaient moites sur le clavier. Qu'est-ce qui se passait, bordel? Ce soir-là, je l'ai attendu au dîner. Marie chipotait dans son assiette au poulet grillé et haricots verts, rien d'extraordinaire. Elle était silencieuse, sa fourchette raclant l'assiette comme si elle était ailleurs. J'ai toussé pour m'éclaircir la voix, l'air de rien. Dis chérie, j'ai regardé le compte bancaire aujourd'hui. Il y a des gros retraits. Sans libellé. C'est quoi cette histoire? Elle s'est figée une demi-seconde, sa fourchette suspendue au-dessus d'un haricot. Puis elle a levé les yeux, m'a offert un sourire fin qui n'atteignait pas son regard. Ah ça? C'est juste du capital pour la start-up, Mathieu. Pour le projet. C'est temporaire, t'inquiète pas, mon cœur. Sa voix était douce, rodée, mais il y avait un truc qui clochait, comme si elle avait répété. Elle est retournée à son assiette, comme si c'était réglé. J'ai hoché la tête, bu une gorgée d'eau, le verre frais contre ma paume. Temporaire, hein? C'est beaucoup d'argent pour du temporaire. J'ai gardé un ton léger, mais j'avais la poitrine nouée. Elle n'a pas relevé les yeux, juste haussé les épaules et dit, c'est un investissement. Ça va rapporter. Et basta. Pas de détails, pas d'explications. Juste elle qui me fermait la porte au nez, comme d'habitude ces derniers temps. Je n'ai pas insisté. Pas ce soir-là. Mais mon ventre se tordait, me disait que quelque chose n'allait pas. Je revoyais ces virements sans nom dans ma tête, les chiffres qui brûlaient comme un signal d'alerte. Je me disais de lâcher l'affaire, que Marie ne ferait rien de louche. C'était ma femme, ma partenaire. Mais le doute était là, qui s'infiltrait comme de l'humidité dans un mur. 2 jours plus tard, je trouvais cette foutue carte d'hôtel dans son manteau. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil, la tête pleine de questions que je refusais d'affronter. Hôtel des Tilleuls. Chambre 215. Ces mots me rongeaient, et je ne voyais plus que le visage de Marie, son sourire crispé au dîner quand elle me disait de ne pas m'inquiéter pour l'argent. Quand le soleil s'est levé, baignant les murs de la chambre d'une lumière grise douce, j'en avais fini de faire semblant. J'avais besoin de réponses, et tout de suite. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine, le carrelage glacé sous mes pieds nus, et j'ai préparé un café assez fort pour ressusciter un mort. Puis j'ai sorti tous les papiers que j'ai trouvés aux factures, relevés de cartes bleues, même les vieux livres de comptes de la quincaillerie, l'entreprise familiale que je gérais depuis que papa était parti. Je les ai étalés sur la table de la salle à manger, le bois rayé par des années d'usage, et j'ai commencé à fouiller. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur cognait comme un marteau-piqueur. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je savais que quelque chose clochait. Ces virements sans libellé sur le compte joint n'étaient que le début. Ça n'a pas pris longtemps pour repérer le problème. Les relevés de cartes montraient des dépenses que je ne connaissais pas, des dîners dans des restos chics en ville, un hôtel à Lyon, même une boutique de vêtements dont Marie ne m'avait jamais parlé. Puis j'ai ouvert les comptes de la quincaillerie, ceux que Marie aidait à tenir depuis qu'elle s'était lancée dans la compta. Là, c'était clair, des retraits vers des noms que je n'avais jamais entendus, des sociétés aux intitulés flous comme Horizon Clair ou Groupe Nexus Conseil. Des milliers d'euros partis sans explication. Certains étaient marqués « honoraires de conseil », d'autres liés à des factures bidons aux dates qui ne collaient pas, prestations absurdes pour une quincaillerie. L'héritage de mon père, le magasin qu'il avait construit de ses mains, se faisait saigner à blanc. Marie n'investissait pas seulement dans une start-up. Elle utilisait notre argent en l'argent de ma famille ou pour autre chose. Je n'en avais pas fini. J'ai pris mon ordi, le vieux portable qui grognait à chaque démarrage, et je me suis connecté sur la sauvegarde cloud de Marie. On avait toujours partagé les mots de passe, à l'époque où la confiance n'était pas un problème. Je me sentais sale de faire ça, comme si je franchissais une ligne, mais cette carte magnétique m'avait poussé au-delà. Sa boîte mail était un chaos des centaines de messages, la plupart de Charles. Certains étaient normaux, ennuyeux, tableurs, ordre du jour, présentation investisseur. Mais d'autres étaient différents. Courts, codés, protégés par un chiffrement que je ne pouvais pas ouvrir. Puis j'en ai trouvé un qui ne l'était pas. De Charles, envoyé 2 jours plus tôt, objet vide. Juste 3 phrases, 215 étaient magiques.
On recommence la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Mes mains sont devenues glacées, comme plongées dans l'eau froide. Mon estomac s'est vidé, une douleur sourde qui se répandait. Chambre 215. L'hôtel des Tilleuls. Ce n'était pas que du business. C'était personnel. Je me suis reculé de la table, la chaise a raclé fort sur le sol. Le café était intact, froid dans la tasse. J'ai fixé l'écran, semelle qui me giflait. Marie, la femme avec qui j'avais construit une vie, cachait quelque chose de énorme. L'argent, les nuits tardives, la carte, tout était lié. Je repensais à elle rentrant la veille, son manteau jeté sur la chaise, son « je suis fatigué » avant de monter. À chaque fois qu'elle m'avait rembarré, chaque fois qu'elle avait tourné son téléphone pour que je ne voie pas. Les pièces s'assemblaient, et je détestais l'image qui apparaissait. J'ai repris la carte, la tournant entre mes doigts. Du plastique bon marché, le genre qui serait après une seule utilisation, mais elle pesait plus lourd qu'elle n'aurait dû. La voix de mon père résonnait dans ma tête, une phrase qu'il me disait quand j'étais gamin, « La vérité se cache pas éternellement, Mathieu. Faut juste savoir regarder. » J'ai reposé la carte, la mâchoire serrée. Je savais ce que je devais faire ensuite. Mes mains tremblaient encore de la nuit précédente, à reconstituer les mensonges de Marie. Il fallait que j'affronte ça de face, plus d'esquive. Alors j'ai organisé ça, le plus calmement possible. Je l'ai appelé ce matin-là, je lui ai dit que je voulais l'emmener prendre un petit déjeuner spécial au Café des Lilas en ville, la petite brasserie avec ses nappes à carreaux et les meilleurs muffins aux myrtilles du coin. Elle a eu l'air surprise, peut-être même contente, sa voix douce au téléphone. Ça a l'air sympa, Mathieu, a-t-elle dit, comme si tout allait bien. Puis j'ai envoyé un texto à Charles, sobre, je lui ai dit que j'avais une idée business à lui proposer, un truc qui pourrait intéresser son équipe. Terrain neutre, je me suis dit. Pas de cris, pas de dispute dans notre cuisine. Juste la vérité, posée sur la table. Ils sont venus. Marie est arrivée la première, s'est glissée sur la banquette en face de moi, ses cheveux bruns tirés en chignon strict, vêtue de ce blazer bleu marine qu'elle gardait pour les occasions importantes. Elle affichait ce calme artificiel qu'elle prenait quand elle cachait quelque chose. Je l'avais déjà vue quand elle avait abîmé ma camionnette et juré que c'était un caddie, ou quand elle avait oublié de me parler d'une facture en retard. Mais là c'était autre chose. Ses yeux ont glissé sur la carte, puis sur moi, son sourire tendu comme une corde. C'est gentil, a-t-elle dit en posant ses mains croisées sur la table, ses ongles vernis d'un rouge foncé que je ne connaissais pas. J'ai juste hoché la tête, sirotant mon café, la tasse chaude dans mes paumes, attendant. Charles est arrivé 10 minutes en retard, toujours aussi détendu. Chemise blanche impeccable, manches retroussées, et ce sourire qui me donnait des frissons. Mathieu, mon vieux, a-t-il dit en s'installant à côté de Marie, son parfum fort et cher. La serveuse, une jeune avec une queue de cheval et un carnet, a pris sa commande de café noir et est repartie vite. Le café bourdonnait des gens qui discutaient autour de crêpes, des couverts qui tintaient, l'odeur de bacon et de sirop, mais on aurait dit que nous trois étions dans une bulle, le reste du monde effacé. Je n'ai pas traîné. J'ai plongé la main dans ma veste, sorti une pile de papiers à impression des relevés bancaires, historiques des opérations, les factures douteuses de la quincaillerie et je les ai posées sur la table avec un bruit sourd. La carte magnétique est tombée ensuite, pile au milieu, le logo cheap de l'hôtel des Tilleuls tourné vers eux. Les yeux de Marie se sont figés dessus, son souffle coupé. Charles s'est adossé, un sourcil levé, comme s'il regardait un spectacle. Je n'ai rien dit au début, j'ai laissé les preuves peser là, lourdes comme une brique. Puis j'ai sorti l'enveloppe craft de mon sac, celle que j'avais préparée toute la matinée, et je l'ai poussée vers Marie. Son prénom était écrit dessus de mon écriture carrée, l'encre noire un peu bavée à cause de mes mains moites. Elle l'a fixé, ses doigts immobiles sur la table. « C'est quoi » a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait, comme si elle savait déjà. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tapoté l'enveloppe. Elle l'a ouverte, les mains tremblantes, et a sorti les papiers de divorce. Son visage est devenu blanc, puis rouge, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle manquait d'air. « Non. Mathieu, s'il te plaît. » a-t-elle dit, la voix à peine audible, cassée sur mon prénom. Avant que je puisse répondre, elle s'est levée de la banquette et s'est mise à genoux direct sur le carrelage usé du café. Des larmes coulaient sur ses joues, faisant des traînées noires avec son mascara. « J'ai fait une erreur » a-t-elle octé,
ses mains agrippant le bord de la table. Je voulais pas te faire mal. S'il te plaît, fais pas ça. S'il te plaît, me quitte pas. Je vais tout réparer. Je vais tout avouer. Sa voix portait assez pour que les têtes se tournent. Le vieux monsieur Lefebvre au comptoir, deux mamans avec des poussettes, même la serveuse s'est figée. L'air était épais, tout le monde regardait, mais je n'ai pas bougé. J'avais passé trop de nuits à me ronger, trop d'heures à fixer cette carte, pour reculer maintenant. Tu l'as déjà fait, j'ai dit, la voix basse, posée, même si mon cœur cognait. J'ai regardé Marie, puis Charles, qui était toujours adossé, le visage impassible. Alors lequel de vous deux va me dire où passe vraiment mon argent, ai-je demandé, les yeux allant de l'un à l'autre. Les sanglots de Marie se sont fait plus forts, mais Charles a juste siroté son café, comme si c'était un matin ordinaire. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis levé, la chaise a raclé le sol, et je suis sorti, laissant les papiers, la carte et leur silence derrière moi. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand je suis passé dans l'air frais du matin, mes bottes lourdes sur le trottoir. Je n'ai pas regardé en arrière. L'air dehors devant le café des Lilas était vif, ce froid matinal qui pince les jointures, mais je le sentais à peine. Mes bottes frappaient le trottoir fort, chaque pas résonnant comme l'orage dans ma poitrine. Ma camionnette était garée à un pâté de maison, la vieille Peugeot bleue qui avait appartenu à papa, la peinture écaillée à force de transporter du bois. J'étais à mi-chemin quand mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Charles, un texto, faut qu'on parle. Maintenant. Reviens. J'ai fixé l'écran, le pouce en suspens. Une partie de moi voulait continuer à marcher, rentrer à la maison et en finir. Mais quelque chose, peut-être ce même instinct qui m'avait fait trouver la carte, m'a fait faire demi-tour. J'ai repoussé la porte du café, la clochette a retenti à nouveau, aiguë dans le calme relatif. L'endroit était toujours animé, des gens qui buvaient leur café, des fourchettes qui grattaient les assiettes, mais le monde semblait réduit à cette banquette. Marie était revenue s'asseoir, le visage bouffi par les pleurs, le mascara coulé en rigole noire sur ses joues. Elle serrait une serviette en papier froissé, les yeux rivés sur la table, m'évitant. Charles était là, tranquille comme tout, adossé avec un bras sur le dossier, comme s'il attendait un sandwich plutôt que d'affronter un homme dont il avait aidé à démolir la vie. La pile de papier au relevé, facture, la carte était toujours là entre eux, intacte. L'enveloppe Kraft avec les papiers de divorce était entr'ouverte, le prénom de Marie comme une accusation. Je me suis rassis sur la banquette, mâchoire serrée, mains croisées sur la table. Le bois était collant de sirop renversé, l'odeur de bacon flottait lourdement. Bon, j'ai dit, voix basse, stable même si mon cœur battait à tout rompre. Parlez. Charles s'est penché en avant, ses yeux plantés dans les miens, calme et calculé. Mathieu, c'est pas ce que tu crois, a-t-il dit, voix onctueuse, comme s'il me vendait une de ses idées de start-up. En fait, je travaille avec les autorités. Marie blanchit de l'argent de ta quincaillerie familiale. J'essayais de t'aider ou d'arrêter ça avant qu'elle te détruise. Il l'a dit si facilement, comme s'il lisait un texte appris, les mains qui gesticulaient comme s'il expliquait la météo. Mon sang s'est glacé, pas seulement à cause des mots, mais à cause de la façon dont il les disait, comme s'il avait préparé ce moment. Je me suis tourné vers Marie, cherchant son regard. Elle était pâle, les lèvres tremblantes, les mains qui tordaient cette serviette en nœud. Elle paraissait minuscule, comme écrasée par le poids de tout. Il ment, a-t-elle murmuré, presque inaudible dans le brouhaha du café. Ses yeux se sont levés vers les miens, grands et brillants, mais ils n'ont pas tenu. Ils ont fui, vers la table, puis vers Charles, comme pris au piège. Ses yeux, ceux dans lesquels je me perdais avant, racontaient une autre histoire. De la peur, oui, mais aussi autre chose, de la culpabilité, peut-être, ou de la honte. Comme si elle savait plus qu'elle ne disait. Je me suis adossé, la chaise a grincé, et j'ai passé une main dans mes cheveux. Les néons du café bourdonnaient doucement au-dessus, j'entendais le tintement d'une cuillère dans une tasse quelque part derrière. Ma tête tournait, essayant d'assembler le puzzle. L'histoire de Charles sonnait trop propre, trop parfaite, comme répétée. Mais la réaction de Marie, ses mains qui tremblaient, sa façon de ne pas me regarder me nouait l'estomac. Est-ce qu'elle détournait vraiment l'argent dans mon dos? La quincaillerie de mon père, celle dans laquelle il avait mis toute sa vie, c'était ma responsabilité maintenant. L'idée qu'elle l'ait utilisé, trahi, me frappait comme un coup. Mais Charles? Je ne lui faisais pas confiance plus loin que je pouvais le jeter.
Il était trop calme, trop rapide avec son explication, comme s'il avait attendu ce moment pour la sortir. Mon instinct me disait qu'il y avait encore plus dans ce merdier. Alors j'ai continué à creuser. Je ne suis pas détective, juste un gars qui tient une quincaillerie, mais je n'allais pas laisser l'héritage de mon père ni ma vie se faire démanteler sans connaître toute l'histoire. Ce soir-là, je me suis installé dans la petite pièce qu'on appelait bureau, celle avec les étagères qui ployaient et le bureau encombré de vieux tickets. La maison était silencieuse, Marie partit chez sa sœur, prétextant qu'elle avait besoin de respirer. Je n'ai pas discuté. J'ai repris l'ordinateur de Marie, celui qu'elle avait laissé sur le plan de travail en partant précipitamment. J'avais déjà forcé sa sauvegarde cloud, mais je me disais qu'il y avait peut-être autre chose, un truc qu'elle pensait que je ne trouverais pas. J'ai fouillé ses dossiers, les mains moites sur le clavier, la lumière de l'écran crue dans la pièce sombre. La plupart c'était du vent au tableur, déclaration fiscale, photo de notre voyage en Ardèche des années plus tôt. Mais dans un dossier appelé « Ancienne sauvegarde », j'ai trouvé une partition cachée, une qu'elle avait probablement cru effacer. Elle était verrouillée, mais on partageait les mots de passe depuis qu'on s'était mariés, et le sien n'avait pas changé. Je suis entré. Dedans, des journaux de transactions, des relevés bancaires que je n'avais jamais vus. Des comptes offshore avec des noms comme « Participation Antilles » ou « Venture Océan Bleu », des virements de montants qui me donnaient la nausée aux 20 000 €, 50 000 €, plus. Ce n'était pas juste des investissements start-up, c'était du gros argent, transitant par des sociétés écrans reliées à la quincaillerie de mon père. Mes mains tremblaient en faisant défiler, les chiffres se brouillaient. Mais le vrai choc, c'était un fichier nommé « Montage Charles ». J'ai cliqué, le cœur battant comme un marteau sur une enclume. C'était une mine mais, confirmation de virement, même un mémo brouillon qui décrivait le plan pour faire transiter de l'argent sale via notre commerce. Le nom de Charles partout. Il s'était servi de Marie, l'avait poussé à déplacer les fonds, à valider des fausses factures marquées « Consulting ». Il l'avait mise en première ligne pour porter le chapeau si ça tournait mal, se réservant le rôle du sauveur qui travaillait avec les autorités. Ce salaud avait manipulé nous deux. Je me suis renversé dans le fauteuil de bureau qui grinçait, la pièce tournait. L'air sentait la poussière et le vieux papier, le ventilateur de l'ordi seul bruit. J'aurais voulu arrêter, faire comme si je n'avais rien vu, mais j'étais trop loin. Je me suis levé, les bottes lourdes sur le parquet, et je suis allé au garage, là où je gardais le vieux classeur métallique de papa. Un monstre rouillé, bourré de dossiers qui remontaient à des décennies. Je n'avais jamais vraiment tout regardé au trop de souvenirs de lui pencher dessus, à grommeler sur les impôts. Mais quelque chose me disait de fouiller. J'ai tiré les tiroirs, le métal a couiné, et j'ai feuilleté les chemises jaunies. La plupart c'était ennuyeux, contrat fournisseur, fiche de paie. Puis, dans une chemise marquée, d'hiver 1995, je l'ai trouvée par hasard une feuille unique, pliée en deux, coincée entre des reçus délavés. Un test de paternité, daté d'il y a 30 ans. Le nom de mon père dessus, avec une femme que je ne connaissais pas, et un enfant nommé Charles Moreau. Concordance positive. Le fils de mon père. Je me suis laissé glisser sur le sol en béton du garage, le froid traversant mon jean. Charles Moreau était mon demi-frère. Le fils caché de papa, d'une liaison dont j'ignorais tout. Le papier crissait dans ma main, l'encre passait mais lisible. Mon père, celui qui m'avait appris à manier le marteau, qui prêchait l'honnêteté et le travail bien fait, avait un fils secret. Et ce fils était entré dans ma vie, avait utilisé ma femme, et avait essayé de détruire tout ce que papa m'avait laissé. Marie m'avait trahi, oui, mais Charles? Il était du sang, et il m'avait poignardé plus profond que je l'imaginais. Je suis resté là, dans le garage sombre sauf une ampoule nue qui clignotait au plafond, le test de paternité pesant dans ma main. On m'avait joué des deux côtés ma femme et mon frère. La vérité n'était plus une fissure, c'était un gouffre, et j'étais au bord. La quincaillerie de mon père, mon mariage, toute ma vie était en jeu, et je n'allais pas laisser ça s'effondrer sans me battre. J'ai rassemblé tout, impression des virements de Marie, maille de Charles, les logs de cette partition cachée, même le test de paternité froissé et j'ai roulé jusqu'au bureau de la police judiciaire en ville. Le bâtiment était tout verre et acier, froid comme un matin d'hiver, et l'agent que j'ai rencontré, un type nommé Laurent avec une coupe militaire et un regard direct, a jeté un œil à ma pile de preuves et m'a dit de m'asseoir. J'ai passé des heures là, mes bottes raclant le lino, à tout raconter, la carte magnétique, les fausses factures, les comptes offshore.
Ma voix s'est brisée quand j'en suis arrivé à Charles mon demi-frère, mais j'ai continué. Le stylo de Laurent grattait sur son carnet, et quand j'ai eu fini, il a juste hoché la tête et dit « On prend le relais ». Ça n'a pas traîné. La PJ avait tassé avec les mailles de Charles et les traces bancaires de Marie pour tout faire exploser. Ils les ont interpellés tous les deux en moins d'une semaine. J'ai reçu l'appel pendant que je rangeais des pots de peinture au magasin, l'odeur de White Spirit dans l'air. Marie a été arrêtée chez sa sœur, Charles dans un loft chic en centre-ville. Je ne l'ai pas vu, mais je pouvais imaginer le visage de Marie, pâle et tremblant comme au café, et Charles qui essayait encore de négocier, tout charme et mensonge. Le tribunal était pire. J'ai dû m'asseoir sur un banc en bois dur qui voucille le dos, et témoigner contre ma propre femme et mon sang. La salle était étouffante, odeur de vieux papier et de bois ciré, avec un juge qui avait l'air d'avoir tout entendu. Marie était à la table des prévenus, cheveux tirés en arrière, les yeux fuyants. Charles à côté de son avocat, cravate impeccable, comme à un rendez-vous d'affaires. J'ai juré sur la Bible, la main moite, et j'ai tout déballé au l'argent vidé de la quincaillerie de papa, la carte magnétique, les mets sur la chambre 215, le test de paternité qui prouvait que Charles était de la famille. Ma voix est restée ferme, mais à l'intérieur je me brisais. Chaque mot était comme un clou dans le cercueil de la vie que je croyais avoir. Les jurés n'ont pas mis longtemps. Coupable sur plusieurs chefs escroquerie, blanchiment, association de malfaiteurs. Les épaules de Marie se sont affaissées au verdict, Charles fixé droit devant, mâchoire crispée. Je n'ai pas ressenti de victoire, juste un vide douloureux. J'avais blanchi mon nom, sauvé le magasin de la faillite, mais à quel prix? Mon mariage était mort, 8 ans d'amour et de promesses réduits en cendres. Une partie de l'héritage de papa était souillée aussi au son magasin, sa fierté, utilisée comme pion dans leur combine. Et Charles, ce demi-frère que je n'avais jamais connu, était un traître avant même qu'on se rencontre. Mais quand je suis sorti du palais de justice, le ciel gris et lourd de pluie, j'ai senti autre chose. J'avais gardé mon âme. Je n'avais pas laissé leurs mensonges m'entraîner avec eux. Ça valait quelque chose. Aujourd'hui, j'habite une petite maison en bois dans les collines, perdue au milieu des sapins qui montent haut et où l'air sent bon la terre et la liberté. Juste moi et Rusty, mon labrador blond, qui adore courir après les écureuils et s'étaler devant la cheminée. La maison est simple, mur en rondin, toit en tôle qui teinte sous la pluie, et une terrasse avec un vieux rocking chair qui grince. Je l'ai acheté avec ce qu'il me restait d'économie après le procès. J'ai vendu la maison en ville, confié la quincaillerie à mon cousin, et je suis parti loin. J'avais besoin d'un nouveau départ, un endroit où le passé ne pouvait pas me suivre. Derrière, j'ai construit un atelier de mes mains. Une remise toute simple, pleine d'outils que j'ai depuis gamin quand j'ai des papas au magasin aussi, ciseaux, établis marqués par des années de travail. L'odeur de sueur et de résine emplit l'air quand je suis là-dedans, à assembler des planches pour faire des tables ou sculpter des petites figurines pour les gamins du village voisin. Pas de Wi-Fi ici, pas de téléphone qui vibre, pas de mail d'investisseurs ni d'alerte bancaire mystérieuse. Juste le bruit du vent dans les arbres, le coup de mon marteau sur le bois, et les ronflements doux de Rusty quand il se roule en boule dans un coin. C'est le silence, le vrai, celui qui te permet de réfléchir, de guérir. Je garde cette carte magnétique de la chambre 215 dans une boîte en fer blanc sur la cheminée, à côté d'une photo de papa et moi le jour de l'ouverture du magasin. Ce n'est pas pour entretenir la douleur, oh Dieu sait que je l'ai lâchée. C'est juste un rappel. Cette carte, avec ses bords usés et son logo fané de l'hôtel des Tilleuls, me prouve que même quand on te prend par surprise, quand ce que tu aimes le plus te blesse au plus profond, la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Comme un rayon de soleil à travers un volet entrouvert, elle entre, peu importe l'obscurité. Je la regarde parfois, quand le feu baisse et que la nuit est trop calme, et ça me ramène sur terre. Ça me garde honnête. La vie ici n'est pas parfaite, mais elle est à moi. Je me lève avec le soleil, fais du café dans une vieille cafetière cabossée, et promène Rusty le long du ruisseau, où l'eau est si claire qu'on voit les galets au fond. J'ai de nouveau des cales aux mains, pas à force de paperasse mais à construire du vrai. Les gens du coin me connaissent comme le gars qui fabrique des meubles solides, celui qui répare une chaise bancale gratuitement si tu lui offres une bière. Ils ignorent tout de Marie, de Charles, du tribunal qui m'a pris un morceau. Et c'est comme ça que je veux que ça reste. Ici, je suis juste Mathieu, le type avec son chien et son atelier, qui vit un jour après l'autre. Le vent emporte les mensonges, et le marteau remet les choses d'aplomb. Laissez vos théories dans les commentaires,
qui était le personnage le plus dangereux de cette histoire? Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.